Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'analyse en composantes principales sous Python avec le package F-Analysis qui a été développé par Olivier Garcia. On voit bien ici Olivier Garcia Dev. Très bien. Un de mes anciens étudiants d'ailleurs, bon, il y a une vingtaine d'années, mais bon, un de mes anciens étudiants quand même. Voilà. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je suis en train de faire un cours de clustering en ce moment, tout le monde va être au courant à force, hein. Voilà, c'est le cours du lundi matin. Et le but de mon cours, ça reste un cours de clustering, hein, des méthodes de classification automatique. C'est ça mon objectif. Mais tout le monde sait qu'il y a une complémentarité, il y a une complémentarité entre les méthodes factorielles et les méthodes de classification automatique, bien sûr. Alors, durant mon TD, je fais justement, j'aborde cet aspect-là, j'essaie de montrer un peu et tout ça, mais ma finalité initiale reste toujours les méthodes de clustering. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je montre à mes étudiants, voilà, pour qu'ils aient plus par eux-mêmes, hein, regarder par eux-mêmes, et pour tout le monde de toute manière, ce serait bien qu'on regarde un peu ce qu'il y a derrière les méthodes factorielles, comment on les met en œuvre, comment on peut voir les résultats, et sous Python, parce qu'on travaille essentiellement sous Python. Donc j'ai commencé à faire des requêtes Google, c'est ce qu'on fait tous, hein. J'ai mis ACP sous Python, on tombe sur beaucoup de tutoriels, mais la très très grande majorité, si ce n'est pas tous d'ailleurs, font de l'ACP sous Python avec le package scikit-learn, qui est très bien par ailleurs. N'allez pas dire que Rico a dit que scikit-learn c'est pas bien, j'ai jamais dit ça. Mais pour l'analyse factorielle, moi-même j'en ai fait. Là, voilà, c'est un tutoriel que j'ai fait il y a 5 ans, hein, on est en 2018, hein, ça remonte un peu quand même, hein, voilà, où j'utilisais scikit-learn. J'utilisais justement scikit-learn, voilà, je regardais en détail qu'est-ce qu'il y avait derrière, et je montrais les différents résultats. Voilà. Alors, 2018, hein, donc c'était il y a quelque temps déjà, hein, mais il y en a plein maintenant sur Internet, hein. Vous mettez ACP sous Python, ou avec Python, ou under Python, voilà, il y en a plein, en français aussi, hein, mais la majorité font comme là, sous scikit-learn. Alors, alors, pourquoi je suis réservé là-dessus? Parce qu'en réalité, c'est pas que je suis si réservé avec ça. C'est qu'en réalité, il fait une ACP, effectivement, mais pas à la mode française, comme on pourrait le voir dans des excellents packages sous R, pour le coup, hein, comme les packages Factominer, voilà, génialissime, ou bien encore ADE4, excellentissime également. Et je n'arrive pas à avoir cet équivalent-là avec scikit-learn. C'est ça qui me gêne en réalité. Scikit-learn est un excellent package pour le machine learning, mais dans l'analyse des données à la française, l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir sous Factominer ou bien pour R ou bien ADE4, bon, on n'a pas ça. Alors j'en veux pour preuve. Par exemple, regardez. Donc moi j'avais fait ça en 2018, encore une fois, hein, 8 juin 2018 là, et à un moment donné, j'ai étudié ce qui se passait avec scikit-learn. Et il y a des éléments qui manquent, réellement, des éléments qui manquent, par exemple, c'est que vous n'avez pas les cosinus carrés directement. Donc, il faut les calculer soi-même. Alors, vous allez me dire, le code, il est quand même pas bien compliqué. Oui, je suis absolument d'accord là-dessus. Le code est absolument pas bien compliqué, en réalité. Mais pour nous, quand on est à la tête reposée, tranquille, c'est pas un code compliqué. Mais quand on est en stress, dans un temps limité et qu'il faut regarder les cosinus carrés, bah, les erreurs de commande pourraient arriver très vite. Voilà. Pareil également pour les contributions. On peut les calculer, les contributions, effectivement, mais c'est quand même mieux si on les a tout de suite. Voilà. Et c'est ce qu'on a justement ici avec le F-Analysis, ou Factorial Analysis, voilà. C'est ce qu'on a avec ce package-là. Donc, quand j'avais fait mon tuto sur ACP Scikit-learn, Olivier m'avait écrit en disant, mais tu sais, Rico, il y a d'autres packages. En réalité, moi, j'en avais fait un où il est accessible sur GitHub. Du coup, je suis allé regarder, hein. J'ai vu qu'il avait fait des tutos justement pour l'analyse en composante principale. Donc, mon idée ici, c'est de reprendre ce tuto-là, de le détailler en mettant les différentes étapes clés dans une analyse, hein, dans une démarche d'analyse factorielle, hein, en analyse en composante principale, en tous les cas, en ACP. Alors, j'ai trouvé son tuto, son package suffisamment intéressant, enfin réellement intéressant, au point que quand j'ai écrit, donc moi-même, j'ai fait une page de cours spécialisée sur l'analyse factorielle qui est là, hein. Donc j'ai fait un livre là-dessus, voilà, j'ai fait plein de tutos, voilà, je vais compléter avec les vidéos. J'en ai fait une série aussi pour Tanagra, voilà. Et quand je me suis mis en tête en 2020 d'écrire un livre sur les méthodes factorielles, justement, bah, je l'ai basé sur F-Analysis. Voilà, parce que j'ai trouvé que c'était réellement intéressant. Donc, mon idée dans cette vidéo aussi, c'est d'attirer l'attention, d'attirer votre attention sur le fait que si on veut faire de l'analyse factorielle
sous Python, voilà. Il y a scikit-learn effectivement, mais il y a aussi d'autres packages, notamment ici avec le F-Analysis. Alors il y a d'autres bien sûr, hein. Euh, voilà, moi je suis pas sectaire. Il y a Stats Model typiquement qui fait aussi une analyse en composante principale, hein, voilà, et qui introduit les rotations de facteurs, ce qu'on trouve très rarement, qu'on trouve pas, hein, dans les librairies en France et les librairies françaises, on voit rarement les rotations de facteurs. Or c'est important, et ces idées de rotation de facteurs. Voilà. Alors 2 secondes avant de commencer réellement, voilà, le gros intérêt également de F-Analysis, voilà, de ce package-ci, c'est que il fait l'analyse donc factorielle des correspondances et il fait aussi l'analyse des factorielles, enfin, donc l'analyse des correspondances multiples. Voilà, ce qu'on n'a pas sous Skitler. Ça, c'est intéressant, hein. Voilà. Donc, si on veut faire de l'analyse factorielle sur Python, voilà, bah, jetez un coup d'œil sur F-Analysis, hein, voilà. Je fais un peu l'influenceur, voilà. Enfin, l'influenceur sur un produit gratuit avec, là où non plus je gagne rien de toute manière, hein, juste donc le plaisir de partager, hein, voilà, voilà. Mes fils se moquent de moi en disant, oh, papa, youtubeur, tu comprends pas très bien ce que c'est le métier de youtubeur, hein. Je dis, oh, bah, attends, je fais ce que j'ai envie, voilà. Moi, tant que ça sert aux étudiants, c'est ce qu'ils me font. Alors, pour détailler les différentes étapes, j'ai pris un fichier de données relativement classique chez moi, hein. Les voitures, ça change pas, hein. Voilà, et je l'ai scindé en différentes parties. Donc là, vous avez les fichiers de données actifs, donc les individus actifs et les variables actives, hein. Voilà, je montre ici, hein. Très bien, ils sont là. Voilà, il y a 32 voitures. Donc ici, la première colonne, c'est un identifiant, hein, c'est un label. Et ici, on a les variables actives. Voilà, la puissance, la cylindrée, la vitesse, longueur, largeur, hauteur et poids. Voilà. Ensuite, on a les variables illustratives des mêmes véhicules, bien sûr, hein. Oui, oui, c'est les mêmes véhicules, on est bien d'accord là-dessus, hein. Donc, il y en a bien 32, encore une fois. Et en variable illustrative, on va avoir deux, un, le prix et voilà l'origine du véhicule. Est-ce qu'il vient de France? Est-ce qu'il vient d'Europe? Voilà, les voitures allemandes, italiennes, ainsi de suite. Ou bien elle vient d'ailleurs, autre que France-Europe. Et enfin, on a des autos supplémentaires, parce qu'on va projeter les individus supplémentaires, hein. Là aussi c'est une étape classique. Et on va prendre ici, j'ai isolé les voitures Peugeot. Voilà, de 3 catégories différentes, hein. Là, c'est plutôt une berline, la 607, bon, qui n'existe plus maintenant, mais bon, je regardais sur Google, une 607 était une super voiture, hein, très classe, je trouve. Voilà, la 407 qui est plus une voiture familiale et la 1007 qui est plus un petit monospace. Voilà. Voilà, donc on aura les étapes classiques, hein. Je fais d'abord donc l'ACP sous les variables et individus actifs. Voilà, je commente les résultats, j'interprète les résultats. Ensuite, pour renforcer donc l'interprétation, je vais utiliser les variables illustratives. Et enfin, le dernier point important, c'est que je projette les individus supplémentaires. Voilà. C'est vraiment les étapes classiques, hein, d'une analyse en composante principale. Alors, là également, dans le livre qui est là, ces étapes-là, vous les trouverez ici dans le premier chapitre. Voilà, et justement, je montre ici les différentes étapes, hein. Voilà. Non, bah, bon, là, je le ferai pas ici, mais bon, vous regarderez. Ensuite, c'est les représentations de variables, bah, les cercles de corrélation typiquement, et là, la carte des individus. Voilà. Avec justement les cosinus carrés et les contributions qui sont calculées automatiquement. C'est ça l'intérêt de la faire. Allons-y alors. Une fois que j'ai fini mon préambule qui fait 30 km, je lance mon notebook. Alors, comme d'habitude, hein, donc je l'ai préparé en avance, j'ai créé un IPNB sous Visual Studio Code, hein. Ça y est, hein, j'utilise que Visual Studio Code. Il m'a fallu du temps, hein, mais maintenant j'y suis. Voilà, donc je change le dossier et je charge la première feuille, c'est des voitures actives. Très bien. Avec le fichier qu'il y a là, et j'affiche les informations, donc normalement il n'y a pas de souci, on a bien 32 véhicules avec les labels qui sont là, et ensuite j'ai les variables qui sont là, il n'y a pas de données manquantes. Voilà. Donc, mes étudiants, là, du lundi matin, là, regardez, regardez bien, parce qu'à un moment donné, vous allez faire des analyses, vous allez avoir des résultats de clustering, vous avez du mal à voir parfois la portée de ces résultats-là, bah, relancez une analyse factorielle et ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la qualité de vos résultats, sur la teneur de vos résultats. C'est vraiment un aspect important. Il faut vraiment faire ça. Il y a une partie descriptive qui est extrêmement importante. Descriptive simple, mais aussi description factorielle, qui permettent de mieux réaliser après donc l'analyse de clustering. Alors, je fais les stats descriptives ici, hein.
Qu'est-ce qu'il faut voir? On voit que les variables ne sont pas du tout dans les mêmes unités, hein. La puissance, c'est en chevaux, la cylindrée, c'est en centimètres cubes, la vitesse en kilomètres heure, longueur, voilà, c'est en centimètres, ainsi de suite, poids, c'est en kilos. Voilà, très bien. Donc on voit bien que là, pour le coup, ben, la normalisation de données, la standardisation de données peut paraître peut paraître tout à fait indispensable ici. Autre élément important, on voit qu'il n'y a pas de données manquantes. Voilà. Dans la vie réelle, il n'y a pas de données manquantes. À l'université, sur les fichiers de TD, il n'y a pas de données manquantes. Dans la vie réelle, il y a plein de données manquantes. Donc là, il y a un travail à faire, là. Mais bon, c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre. Alors, je vais parler du package F-Analysis, donc je l'installe à la volée. On peut l'installer à la volée ici dans votre notebook, tout simplement en faisant un pip install, en mettant un point d'exclamation pour bien montrer que c'est une commande système. Une fois que c'est fait une fois, voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de le faire une deuxième fois. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc je l'ai mis en commentaire ici, hein, vous avez bien vu. Hein. Voilà, je l'installe pas là. On est d'accord, je l'ai déjà installé en répétant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'importe la classe de calcul. Donc, sur le site d'Olivier Garcia, voilà, vous avez eh bien un tuto ici qui montre sur un autre fichier de données ou aussi des véhicules. Donc, je vais reprendre les mêmes idées, mais je vais mettre l'accent sur d'autres aspects qui moi me paraissent importants. Voilà. Mais quand même, le tutoriel qui est là, il est assez intéressant déjà. Hein. Il est très intéressant même. Vous avez déjà tous les détails des fonctionnalités ici. Hein. C'est pas mal ça. Alors bon, j'importe la classe de calcul et je l'instancie. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une ACP normée. Donc là, c'est centrage réduction, les standards d'unit. Ensuite, je vais calculer des statistiques, justement, les statistiques supplémentaires, comme les cosinus carrés, contribution, ainsi de suite. Ensuite, les call labels, c'est les noms des variables. Voilà. Et les row labels, c'est les labels d'individus. C'est les noms les lignes, si vous voulez. Hein. Santa Fe, Murano, Mégane, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est important ici. Hein. Les index, là, c'est cette colonne ici. Hein. Quand il a importé, il a dit que la première colonne, je lui ai dit que la première colonne, c'est les noms des véhicules. Voilà. Et donc c'est bien l'index qui est mis ici. Alors, quand vous lancez l'ACP, on ne peut pas le lancer directement sur le data frame. Il ne le prend pas en fait le data frame. Ce qu'il prend en entrée, c'est une matrice NumPy, qui est une expression du data frame. Donc tout simplement, on prend le values. Alors là, il y a une différence par rapport au tuto. Là, c'est basé sur une version euh, de Panda qui est un peu ancienne. Voilà, justement, où il utilise le Asmatrix. Bah, moi, du coup, voilà, Asmatrix qui est là. Voilà, bah, ça a changé depuis. Hein, ça, bah, ça c'est le paquet de Python, hein, NumPy. Bah, là, il change très rapidement, il change les noms des fonctions et il n'y a pas. Bon, très bien, donc il faut le savoir tout simplement. Voilà, donc je prends values, c'est l'expression sous forme de matrice NumPy du data frame. Voilà, donc je lance, boum, et voilà, il a lancé les calculs. Et première chose, j'affiche les valeurs propres. Alors, il y a trois lignes, il y a trois vecteurs en réalité. Ici, le premier vecteur, c'est les valeurs propres. Voilà, les valeurs propres. Ensuite, qui sont les variances, en fait, des facteurs. Hein. Ensuite, là, c'est en pourcentage, c'est en part de variance exprimée. Et là, c'est en part de variance cumulative. Donc, par exemple, sur les deux premiers facteurs, j'ai 88,6% donc d'informations qui est restituée. Là, justement, c'est un des reproches qu'on peut avoir par rapport à scikit-learn. Dans scikit-learn, quand il renvoie les valeurs un peu différemment. Donc, il faut les corriger. Voilà, c'est ce que je montre ici. Bon. Après, c'est pas non plus, voilà, mais bon, c'est pas une erreur en soi, c'est qu'il exprime différemment, tout simplement. Il faut le savoir. De toute manière, quand on part en part de variance, là, on a bien les bonnes valeurs. Hein. Alors, justement, on peut avoir les graphiques. Bon, là, on peut faire les graphiques nous-mêmes, hein, mais bon, s'il le fait, pourquoi s'embêter, hein? Donc là, on a les scriptplots des valeurs propres en part de variance exprimée par les facteurs, ou bien en partie en cumul. Voilà. Donc, bon, là, pas besoin d'être prix Nobel pour voir que deux facteurs suffisent amplement. On va très bien, hein, là, le coude, on le voit bien. Hein. Là, ici, d'ailleurs, aussi, on voit que on a beaucoup d'informations et que ici, la jonction d'un facteur supplémentaire n'amène pas d'informations significatives. Voilà. Donc deux, ça suffit amplement. Alors, ce qui est intéressant, justement, voilà, c'est que nous n'avons pas besoin de calculer les causes carrées contributions. Exactement comme sous R avec FactoMiner, un excellent package, il fournit directement ces informations qui sont fondamentales dans l'interprétation. Fondamentales dans l'interprétation. Voilà. Alors là, je récupère donc les informations sur les variables, voilà, et quand j'affiche les informations sur les variables, comme j'ai demandé les statistiques, on a les coordonnées qui sont des corrélations aux axes, tout simplement, et ensuite, on a les contributions.
sur les différents axes, voilà, et on a les cosinus carrés sur les différents axes. Alors, quand j'ai instancié l'objet ACP, j'ai pas demandé le nombre d'axes, donc du coup, il les calcule tous. Voilà, c'est pas un souci. Alors, par exemple, si je veux récupérer les corrélations avec les facteurs, tout simplement, je récupère les coordonnées qui sont là. Là, pour les deux premiers, voilà, facteurs, voilà, on a bien ici. Bon, là, c'est un fichier bateau, hein, donc on voit que toutes les variables sont très fortement corrélées avec le premier facteur, sauf hauteur, qui lui est corrélé sur le deuxième facteur. Voilà. Alors, cercle de corrélation, on pourrait le faire nous-mêmes, mais il le fait pour nous. Pourquoi s'embêter? Ben, boum, et voilà, on a le cercle de corrélation. Exactement comme on pourrait l'avoir sous FactoMiner. Alors, avec scikit-learn, c'est faisable aussi, mais c'est à vous de le faire. Donc déjà, il faut prendre les loadings et les mettre sous forme de corrélation. Il y a une transformation à faire, il me semble, hein. Bah, vous regardez ça ici, hein. Regardez ça ici, j'explique tout ça ici. Voilà. Voilà, vous avez tous les éléments ici. Ça, c'est pour les individus. Donc pour les variables, ça doit être par là. Voilà. Et voilà, les corrélations, voilà, il faut faire un calcul intermédiaire. Bah là, on n'a pas besoin, on l'a directement ici. C'est ça l'intérêt de l'affaire, hein. Très bien, et on a directement le cercle de corrélation. Bon, ce qui manque un peu, effectivement, c'est les rotations d'axes, qui ne sont pas dans les librairies françaises, hein. Ça, plutôt, on les a dans les librairies anglo-saxonnes, hein. Alors, il y a un outil qui est pas mal, je trouve, hein. C'est Stats Models, voilà, et justement, il fait les rotations d'axes ici. Là, bon, il faudrait pivoter un peu ici les axes pour que on ait bien l'orthogonalité entre la hauteur d'une part et la vitesse d'autre part, hein. Voilà. Alors, on peut voir les contributions des variables, mais bon, donc les contributions des variables aux facteurs, aux composantes, mais bon, sur l'ACP, tout est basé sur les corrélations, sur le carré des corrélations en réalité, mais qui sont normalisées différemment entre les cosinus carrés et les contributions. Ils ne sont pas normalisés, c'est le cosinus carré tout simplement en réalité, hein. Voilà. Bon, là, pour le coup, c'est moins parlant, mais bon, on les a directs, on les a directs. C'est ça. On n'a pas besoin de faire un calcul intermédiaire supplémentaire. Très bien, il faudrait les rapporter par rapport aux valeurs propres, en fait, hein. Les corrélations, il faut les mettre au carré et les rapporter aux valeurs propres pour obtenir ces valeurs-là. Mais là, on les a directement. Voilà. Voilà. Et on peut l'avoir sous forme de graphique. Ça, c'est pas mal, hein. Donc, on peut récupérer les valeurs et il y a déjà un outil, voilà, qui plotte les contributions. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je regarde les contributions des variables sur les facteurs, sur le premier facteur, la première composante, et je redimensionne la figure pour qu'elle soit pas trop grande. Sinon, ça fait un gros graphique, en fait. Voilà. Donc, on a cette maîtrise-là. Bon, là, c'est cosmétique pour le coup, hein. Ce qui est important, c'est ça. Donc, on peut l'avoir pour le premier facteur. Si je veux l'avoir pour le deuxième facteur, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant, hein, parce que là, du coup, vous avez quasiment rien à faire. Il faut taper la commande quand même, hein. Ça ferait pas mal. Mais bon, on a directement les résultats sans avoir à faire nous-mêmes les calculs. Voilà. Alors, les cosinus carrés, c'est pareil, voilà, et on peut avoir aussi une représentation graphique. Voilà, ça c'est sur le premier facteur, c'est les cosinus carrés des variables, hein, c'est la qualité de représentation des variables. Alors, comme on a directement les colonnes là, voilà, puisqu'on a les valeurs ici, on peut calculer le cumul sur les 4 premiers facteurs, hein. Voilà. Donc, par exemple, là, j'affiche ici donc le cumul sur les deux premiers facteurs, cette colonne-ci, hein, sur le premier facteur, mais bon, il n'y a que le premier facteur. Voilà, et là, c'est le cumul sur les deux premiers facteurs. Et on voit bien, ici, dans cet exemple-ci, que toutes les variables sont très bien représentées sur les deux premiers facteurs. Sur le premier, il y avait hauteur qui n'était pas très bien représentée, mais quand on prend le cumul, on a quasiment toute l'information disponible. Voilà. Ça, c'est la partie sur les individus. Alors, si on travaille sur les individus, ça c'est la partie sur les variables. Ça c'est la partie sur les variables. Voilà. Si on veut travailler sur les individus, pareil, boum, voilà, on a row to panda, voilà, et de nouveau, on a les coordonnées des individus, on a les contributions des individus, et on a les cosinus carrés. Donc, si on regarde les coordonnées dans le plan, voilà, très bien, on a les coordonnées des individus dans le plan, hein. Voilà les différents individus, et voilà les coordonnées factorielles. Alors, on peut faire un graphique, ben voilà, il y a un mapping row qui les fait automatiquement. Je demande ici l'axe 1 et l'axe 2 dans dans le premier plan factoriel, si vous voulez. Pam, très bien. Alors, c'est très important qu'on ait les pourcentages là, parce que la dispersion dépend des pourcentages qu'elle a en réalité. Donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est que la dispersion, elle est plus forte sur l'abscisse que sur l'ordonnée. Mais comme il fait un rescaling automatique, donc les points vont sur les bords automatiquement. Et si on tient pas compte de ces informations ici, là, on a l'impression qu'on a la même dispersion sur l'abscisse et l'ordonnée. Or, c'est pas vrai. On a une dispersion plus forte sur l'abscisse que sur l'ordonnée, et on le voit avec les pourcentages qui sont là.
Voilà. Expliquer ça aux étudiants, c'est pas facile. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de faire un graphique en mettant les mêmes les mêmes limites en abscisse et en ordonnée. Et comme ça, on perçoit mieux la dispersion. Voilà. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai récupéré les coordonnées factorielles sur les deux premiers facteurs. Avec Pplot, je récupère un axe, voilà, et je fixe les limites. Voilà, les mêmes limites en abscisse et en ordonnée. Comme ça, on verra visuellement tout de suite la différence de dispersion qu'il y a entre l'abscisse et l'ordonnée. Dans ce graphique-ci, qui est très bien par ailleurs, hein, on obtient automatiquement, c'est très bien, c'est ce qu'on a dans la plupart des librairies, hein, il fait un rescaling automatique. Et donc, si on oublie de regarder en bas, on a l'impression qu'on a la même dispersion en abscisse et en ordonnée. Or, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. La dispersion en abscisse est nettement plus élevée. Elle est 3 fois plus élevée qu'en ordonnée, en fait. Et on le voit pas là, on le voit pas là. Si on regarde pas ces chiffres ici, on le voit pas ici. C'est pour ça que moi, pour qu'on voit bien cette idée de dispersion différente, je force les axes pour qu'on ait les mêmes valeurs, hein, les mêmes plages en abscisse et en ordonnée. Et là, on voit visuellement la différence de dispersion. Voilà. Donc ici, je fais de -5 à +5 en abscisse et de -5 à +5 en ordonnée. Ensuite, je trace les lignes, hein, voilà, pour montrer les axes. J'affiche quand même les informations, hein, voilà. Et ensuite, voilà, et je fais le graphique ici. Voilà, donc je fais le graphique en récupérant les coordonnées factorielles. 0, c'est le premier facteur, 1, c'est le deuxième facteur. Voilà, et je récupère l'index ici. Voilà. Et là, dans ce graphique-ci, on voit bien que la dispersion, elle est surtout sur le premier facteur. Voilà. Comme j'ai forcé ici à avoir les mêmes plages de valeurs en abscisse et en ordonnée, on voit bien que le nuage de points, en fait, il est étalé comme ceci, sur l'abscisse. Il n'est pas étalé sur l'ordonnée. Voilà. Donc, ceux qui font des analyses factorielles, je le conseille vivement. Je conseille vivement à regarder les limites et à s'arranger pour avoir les mêmes limites sur l'abscisse et l'ordonnée. Et comme ça, vous avez visuellement la différence de dispersion sur les axes. Hein, et vous n'avez pas des effets qui peuvent être, voilà, hein, qui peuvent être trompeurs. Hein, c'est ça l'idée ici. On voit bien que la dispersion elle est sur le premier axe ici, visuellement pour le coup. Donc, à la limite, on peut se passer des pourcentages ici, hein, puisqu'on a l'information là, visuellement. Hmm. Voilà. Alors, on peut récupérer aussi les contributions, hein, c'est ce que je fais ici. Donc, j'affiche les 7 premières valeurs. J'affiche ici donc les contributions des individus sur le premier axe et les 7 premiers individus. Bah oui, il y en a 32, ça fait un super gros graphique là. Donc j'en prends que les 7 premières. Voilà. Je redimensionne les graphiques pour qu'ils soient moins gros. Voilà. Mais donc on peut ici avoir un contrôle sur le nombre d'individus qu'on peut. Voilà. C'est très important si on a beaucoup d'individus. Hein. Si vous avez 50 individus, vous allez, voilà, ça sert à rien de voir les dernières. Ce qui est important, c'est les premières. Hein. Voilà. Pareil, je peux aussi avoir ici des cosinus carrés. C'est ce que je montre ici. J'ai pris les 7 premières. Alors, l'intérêt d'avoir ces informations-là, déjà c'est important pour l'interprétation, mais ça permet aussi de modifier les graphiques pour qu'on ait les éléments qui nous intéressent le plus. Regardez, je récupère les contributions sur les 2 premiers axes. Et du coup, je vais refaire la carte des individus. Je vais refaire la carte des individus, voilà, en filtrant selon les contributions. Donc je vais afficher uniquement donc les individus, les véhicules, qui ont une contribution supérieure à 5%, soit sur le premier facteur, soit sur le deuxième facteur. Et du coup, ça délaye mieux les graphiques. On voit mieux ce qui se passe. Voilà. Boum. Et c'est ce qu'on voit ici. Et très bien, hein. Donc là, du coup, on n'a que les véhicules les plus contributifs. Vous avez vu, hein? Voilà. Donc j'ai récupéré ici les contributions. C'est ce qu'on voit là. Et ensuite, je filtre avec ces contributions-là, soit sur l'abscisse, soit sur l'ordonnée, et j'affiche les différents éléments. Et du coup, j'ai uniquement les véhicules les plus contributifs. Alors là, pas besoin d'être grand clair, hein. Voilà, parce que prix Nobel, je lis tout le temps, donc je vais dire grand clair cette fois-ci. Voilà, on voit bien que là, le premier facteur, là, on voit bien la différence entre petits véhicules et gros véhicules. Audi A8, on sait ce que c'est. Voilà, une grosse Audi A8. Voilà, une Chrysler 300, bah pareil, regardez sur Google. Faut la garer après dans la petite rue, hein. Mais bon, voilà, le premier axe ici. Et le deuxième axe qui est là, en revanche, on voit bien l'idée de, voilà, là c'est des 4x4, là, hein, des gros SUV ou des tout-terrain. Hein, voilà, Land Cruiser, Santa Fe, X5, on voit bien ici. Hein. Surtout Land Cruiser qui pèse beaucoup ici. On voit. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend les variables illustratives? Alors, ici, dans mon tableau de données, je recommence 2 secondes, les variables illustratives, ils sont dans cette deuxième feuille. En fait, c'est des variables qui ne participent pas à la construction des axes, mais qu'on va utiliser par la suite pour commenter les axes, pour mieux commenter les axes. Hein, voilà ce qui se passe. Alors, très bien, donc le prix, hein, qui n'est pas une qualité intrinsèque, il y a autre chose dans le prix d'un véhicule, hein, il y a une stratégie marketing, il y a tout un tas de choses. Voilà, il y a peut-être des taxes pour les voitures étrangères aussi, je sais pas. Peut-être que ça, je sais plus si ça existe encore, ça. Voilà, et puis l'origine également, c'est un autre type d'information en réalité. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Je charge la deuxième feuille, variable illustrative, et j'ai les 2 colonnes en question. Et je vais essayer de voir si je peux essayer d'utiliser ces variables-là pour mieux commenter ce qui se passe sur les différents facteurs, sur les 2 premiers facteurs, puisqu'on a décidé d'en garder que 2. Donc, quand c'est une variable quantitative, il suffit de calculer la corrélation. Voilà. Donc tout ça, je l'explique en détail dans le livre qui est là. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Projection, traitement des variables illustratives, quantitatives. J'explique les formules, comment ça se passe, ainsi de suite. Voilà, simple corrélation en réalité. Donc c'est ce que je fais ici. Très bien. Et on voit que le prix est fortement corrélé sur le premier axe et faiblement sur le deuxième. Donc la discrimination par le prix, elle se fait surtout sur la taille des voitures en réalité. C'est ça qui est important. Mm. Voilà, hein. Corrélé positivement, les voitures, grosses voitures, voilà, sont plus celles qui sont plus chères, hein. Je vais reprendre mon graphique là et je vais le mettre pour qu'on l'ait sous la main. Hop là, copie. Je vais lancer Paint. Voilà, hop là. Et je vais faire coller. Voilà, comme ça on l'aura sous les yeux. On voit bien, hein. Hop là. La corrélation positive, elle est sur le premier axe. Et le premier axe, effectivement, c'est les voitures les plus grosses sont les plus chères. C'est pas un mystère, on est d'accord là-dessus. Mais c'est quand même mieux quand les données le confirment. L'autre élément également, c'est sur l'origine. Voilà, l'idée tout simplement, c'est de calculer les moyennes conditionnelles. Alors, si on veut aller plus loin, je ne le fais pas ici, mais si on veut aller plus loin, on peut calculer des rapports de corrélation pour voir de quelle manière les moyennes conditionnelles sont étalées sur le facteur, hein, pour avoir un seul indicateur. Bon, moi j'ai pris l'origine et j'ai calculé les moyennes conditionnelles sur l'axe 1 et sur l'axe 2. C'est bien vu, hein? Donc j'ai récupéré les coordonnées ici, voilà, des individus, et j'ai rajouté la colonne origine, voilà, c'est les mêmes variables, c'est les mêmes individus, on est d'accord là-dessus, et ensuite avec un pivot table, j'ai calculé les moyennes conditionnelles. Voilà. Hop là, et on voit bien que voilà, les voitures autres voilà, sont plutôt ici, par là, hein, ils sont plus par là. Ensuite, l'Europe, c'est plus au centre, et les voitures françaises sont plus à gauche. Voilà, sur le premier axe. Voilà, et pour le deuxième axe, les voitures hautes sont plutôt en haut, et oui, voilà, Land Cruiser, c'est plutôt les voitures japonaises, en fait, c'est X-Trail, ainsi de suite, hein, voilà. Voilà, ça vous donne l'information. Tout ça, encore une fois, est détaillé ici, hein, on est d'accord là-dessus, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, c'est pas le propos ici. Le propos, c'est de montrer les fonctionnalités euh, de F-Analysis. Une fois que c'est fait ça, du coup, je peux avancer. Qu'est-ce qui se passe si je veux projeter des individus supplémentaires? Donc, je reprends ici mon fichier. Voilà. Je vais réduire ça parce qu'il ne faut pas que ça embête la vue. Voilà, hop, les autos supplémentaires, c'est les Peugeot. Comment se situent les Peugeot dans cet espace factoriel? Donc, je n'ai pas utilisé les Peugeot pour construire mon espace factoriel de représentation, mais j'aimerais maintenant les y projeter. Alors là, bon, on connaît un peu les voitures, on voit bien, normalement, ça fait partie des grosses voitures, ça c'est plutôt les berlines, voilà les familiales, voilà, ça c'est les grosses berlines familiales, voilà, et là c'est les petits monospaces. On va voir s'il les positionne bien dans le repère factoriel, hein. Si on regarde bien ici, hein, donc là, c'est plutôt les grosses voitures. Là, c'est les petits monospaces et les familiales sont plus près par là. On va voir si c'est bien ce qu'on va obtenir ici. Voilà, donc je reviens à mon affaire. Je charge les individus supplémentaires, voilà le tableau de données. On a bien les mêmes variables ici, hein, sinon c'est pas possible. Et normalement, on doit faire un calcul cabalistique hein, pour essayer de projeter les individus dans le... Voilà. Donc si on fait une ACP normée, il faudrait centrer et réduire les variables avec la moyenne écartée calculée sur l'échantillon d'apprentissage, hein, sur les individus actifs. Ensuite, il faut appliquer les coefficients issus des vecteurs propres pour faire les projections. Non, là, on a Transform. Ça, c'est pareil sur scikit-learn. D'ailleurs, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Sauf que dans scikit-learn, si on veut faire une ACP normée, il faut d'abord faire un standard scaler et ensuite faire le PCA. Alors que là, non, une seule fois.
Boum. Et ben voilà. Donc, on a les coordonnées factorielles et du coup, je vais les placer dans l'espace factoriel. On va voir si ce que j'ai dit tout à l'heure est valable. Mais oui, il n'y avait pas de surprise, hein. On voit bien, hein. Là, la grosse berline statutaire, 607, elle est près de la Mercedes classe E 5 et la BM série 5, oui, c'était concurrent direct, hein. On est bien d'accord là-dessus. Ensuite, la 407, elle est vers la Passat, la Laguna, oui, c'est effectivement Vectra, c'est exactement le segment de voiture qui correspond. Et là, la Peugeot 1007, elle est plutôt par là, avec les petits monospaces, hein. Musa, Lancia, Renault Modus, oui, c'est exactement la différente concurrence qu'il peut y avoir, hein. Voilà, ils sont concurrents directs pour le coup. Voilà. Donc, si je résume, si vous voulez faire des... Alors, 2 secondes avec mes étudiants, clairement, les méthodes factorielles sont complémentaires des méthodes de clustering. J'en ai un peu parlé. Dans les TD, on en fait un peu, mais pas autant que je voudrais parce que les séances sont limitées. Mais regardez parce que c'est vraiment intéressant et ça permet de compléter l'analyse. Voilà. Maintenant, plus globalement pour tout le monde, si vous voulez faire des analyses factorielles sous Python, il y a effectivement des librairies comme scikit-learn, mais il y a aussi d'autres librairies intéressantes, et notamment celle que j'ai essayé de mettre en avant ici, c'est le package Factorial Analysis d'Olivier Garcia, qui est vraiment très bien. Qui, lui, contrairement à d'autres, voilà, donc propose l'ACP que je viens de présenter, et je vais faire une vidéo pour l'analyse des correspondances, simple, l'analyse factorielle des correspondances, et je vais faire une autre vidéo pour l'analyse des correspondances multiples. Voilà, voilà, donc j'ai du boulot. Excellent travail à tous.